La pluie tombe en fines lignes obliques sur le boulevard Montmartre, floutant les néons et les phares des voitures. Il est 20h15, un mardi comme les autres à Paris. Et pourtant, pour certaines personnes, tout est en train de changer. Au coin de la rue, le bistrot L'Étendue brille d'une lumière chaude derrière ses vitres embuées. À l'intérieur, ça sent le beurre, le café et le vin rouge. Des conversations se croisent, des éclats de rire éclatent, des couverts s'entrechoquent. Derrière le comptoir, Élise ajuste son tablier noir en soufflant sur une mèche de cheveux bruns qui lui tombe dans les yeux. Elle a 32 ans, des mains abîmées par le travail, des yeux noisettes qui rient souvent plus qu'ils ne pleurent, même quand elle est épuisée. « Élise, table 4, ils attendent leur dessert », lance le patron, Michel, depuis la cuisine. « Ça arrive », répond-elle, tout en déposant 2 cafés crème à la table 7. Elle se faufile entre les chaises, un plateau en équilibre sur la main, un sourire déjà prêt pour le client suivant. Elle est serveuse depuis 4 ans ici, depuis le départ de Marc, le père de son fils. Un départ sans bagage, mais avec beaucoup de silence. Peu de gens dans ce bistrot savent qu'elle est mère célibataire. Sa vie est organisée comme une chorégraphie. Lever à 6h, réveiller Lucas, 7 ans, à 6h30, l'emmener à l'école, enchaîner avec un petit boulot de ménage, puis le service du midi, une pause pour aller chercher Lucas à l'étude, le déposer chez la voisine qui le garde le soir, et enfin le service du soir, jusqu'à 23h. Elle n'a pas le temps de se plaindre, elle n'a pas le luxe de s'effondrer. Alors, elle avance. Ce soir-là, pourtant, une fatigue différente s'accroche à elle. Peut-être parce que Lucas lui a demandé, très sérieusement avant de partir à l'école, « Maman, pourquoi on n'a pas de papa comme les autres ?» Elle a souri, un peu trop vite. « Tu as moi. C'est déjà beaucoup, non ?» Il a hoché la tête, sans être complètement convaincu. La question lui tourne encore dans la tête alors qu'elle pose 2 moelleux au chocolat à la table 4. « Et voilà pour vous. Attention, c'est très chaud, » dit-elle avec son sourire habituel. Elle tourne la tête, entend la clochette de la porte tinter. Un courant d'air frais traverse la salle. Un homme entre, grand, manteau sombre parfaitement coupé, costume discret mais visiblement hors de prix, cheveux châtains légèrement ébouriffés par la pluie. Il enlève ses gants, secoue quelques gouttes de son parapluie, regarde la salle avec un air de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ces lieux, mais qui n'a aucune envie de se faire remarquer. Élise ne sait pas encore qui il est. Elle sait juste qu'il détonne légèrement dans le décor, sans chercher à le faire. Elle s'avance vers lui avec un réflexe professionnel. « Bonsoir, vous êtes seul ?» Donc, down, down et down. Il esquisse un sourire fatigué. « Oui, si vous avez une table au fond, ce serait parfait. » Elle l'installe près de la baie vitrée, à une table où on voit la pluie qui tombe sur la ville. « Je vous apporte la carte tout de suite, » dit-elle. Il hoche la tête, pose son téléphone sur la table face cachée, comme un geste volontaire pour ne pas le regarder. Gabriel Delcourt a 39 ans. Il est l'héritier d'un empire financier que la presse adore commenter. La Holding Delcourt, fils, une institution du quartier de la Défense depuis 3 générations. Fonds d'investissement, participation dans des dizaines d'entreprises, réunions à New York, conférences à Londres, de grands mots comme stratégie, rendement, expansion. Dans ce monde-là, on ne l'appelle jamais Gabriel, mais Monsieur Delcourt, ou le fils Delcourt, ou, dans certains articles, le prince discret de la finance française. Depuis 1 an, il est PDG de la holding. Son père, victime d'un AVC, a dû lui passer la main plus tôt que prévu. Depuis 1 an, il a la sensation d'essayer de porter un costume de géant. Et, depuis 4 ans, il est père célibataire. Sa femme, Amélie, est morte dans un accident de voiture quand leur fils, Arthur, avait 3 ans. Une pluie battante, une route de campagne, un camion qui freine trop tard. On lui a annoncé la nouvelle dans une salle de réunion.
alors qu'ils discutaient d'un rachat d'entreprise. Le monde ne s'est pas arrêté ce jour-là. Pas pour les marchés, pas pour les clients, pas pour les collaborateurs. Mais pour lui, tout s'est décalé, comme si la réalité avait pris un léger angle qu'il n'arrive jamais complètement à compenser. Il travaille trop, il dort mal, il essaie d'être un père présent, mais il ne sait pas toujours comment. Ce soir, il a fui un dîner officiel où on parlait mariage arrangé avec la fille d'un industriel italien. Une alliance stratégique, selon son oncle. Il a marché longtemps dans les rues, sans parapluie, avant de se réfugier dans ce bistrot au hasard. Élise revient avec la carte. « Voilà, on a un plat du jour si vous voulez. Blanquette de veau maison. Parfait, dit-il sans même regarder. Ça ira très bien. Et un verre de Bourgogne, s'il vous plaît. Rouge. » Elle note, repart. Il la suit du regard un instant. Il remarque la façon dont elle se penche pour écouter une vieille dame au bar, comment elle sourit à un couple qui se tient la main, la manière dont elle évite la tasse qu'un client gesticuleur manque de renverser. Elle est efficace, oui. Mais il y a autre chose. Une chaleur, une façon d'être là. Il secoue la tête. Tu es fatigué, Gabriel. Tu te mets à analyser la serveuse comme si c'était un dossier. En cuisine, Michel lui lance. C'est un nouveau, celui-là? Aucune idée, répond Élise. Il a demandé une table au fond, c'est tout. Mais, inconsciemment, elle regarde plus souvent vers cette table que d'habitude. Quand elle lui apporte son assiette fumante, il relève les yeux vers elle. Ça sent très bon, dit-il. C'est Michel, le patron. Il cuisine comme si tout le monde était de la famille, répond-elle. Vous êtes la fille. Elle rit. Non, malheureusement, je suis juste la serveuse qui court partout. Vous avez l'air de connaître tout le monde, pourtant. Elle hausse les épaules. Ici, les gens reviennent. On finit par savoir comment ils prennent leur café, ce qu'ils commandent quand ils ont le moral dans les chaussettes. Ça fait partie du métier. Vous aimez ça? La question la surprend. Servir, les gens, l'odeur de friture dans les cheveux, plaisantait-elle. Il esquisse un sourire. Elle réfléchit une seconde. J'aime voir les gens se détendre, parler, rire. J'aime être ce petit rouage qui fait que ça tourne, même si on ne le voit pas. Et j'aime rentrer chez moi et me dire que, même si je suis crevée, j'ai fait quelque chose d'utile. Elle se coupe elle-même. Pardon, vous n'avez être pas envie de... Si, l'interrompt Gabriel. Ça me fait du bien d'entendre quelqu'un parler de faire quelque chose d'utile sans PowerPoint. Elle rit, ne comprenant qu'à moitié. Bon appétit, monsieur. Delcourt, dit-il. Il hésite, puis ajoute. Gabriel. Bon appétit, Gabriel, répond-elle, avant de filer vers une autre table. Il goûte la blanquette. C'est chaud, simple, réconfortant. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent normal. Juste un homme qui mange un plat chaud dans un bistrot un mardi soir, sous la pluie. Il ne se doute pas encore que ce soir-là, il vient de franchir le seuil d'un endroit qui deviendra bien plus qu'un refuge éphémère. Et qu'il vient de croiser la route d'une femme qui va faire voler en éclats tout ce qu'il croyait acquis sur sa propre vie. Les semaines suivantes, Gabriel revient, d'abord par hasard, ou du moins, c'est ce qu'il se dit. Une réunion annulée, un soir de solitude, une envie de blanquette. Il se rappelle vaguement l'adresse, retrouve le bistrot, pousse la porte. Élise est là. Tiens, le monsieur qui aime la blanquette, lance-t-elle en souriant. Et le Bourgogne, ajoute-t-il. J'ai bonne mémoire. Vous reprenez la même chose? Ce que vous me conseillez, répond-il. Elle fronce les sourcils, amusée. C'est une lourde responsabilité, vous savez. Il revient une fois, puis deux, puis 10. Toujours seul, toujours à des heures différentes, parfois tard, après une journée écrasante, parfois plus tôt, avant une visio avec New York. Il découvre le gratin dauphinois de Michel, le hachis parmentier du jeudi, la tarte aux pommes, comme chez mamie. Et il découvre Élise. Petit à petit, en morceaux, qu'elle boit son café debout, en 2 gorgées, au milieu du service, qu'elle a une cicatrice fine sur le poignet,
vestige d'un verre brisé en plein coup de feu. Qu'elle connaît le prénom de la moitié des clients habitués. Qu'elle a un rire qui explose comme un bouchon de champagne quand Michel raconte ses blagues nulles. Un soir, alors que le bistrot est presque vide, il la voit s'asseoir 5 minutes près du bar, frottant sa cheville. « Longue journée ?» demande-t-il. Elle sursaute, ne l'avait pas vu l'observer. « Comme d'habitude » répond-elle. « Mais je ne vais pas me plaindre. Il y en a qui ont des métiers bien pires. »« Comme PDG d'un groupe financier ?» lâchetait-il, plus honnête qu'il ne l'aurait voulu. Elle le regarde, intriguée. « Vous faites quoi, exactement ?» Il sourit, un peu gêné. La plupart des gens le savent avant même de lui parler. Ici, on l'a juste rangé dans la catégorie « costume qui mange beaucoup de blanquettes ». « Je dirige une holding d'investissement », dit-il, volontairement vague. « On met de l'argent dans d'autres entreprises. On les aide à grandir. »« Ah, fait-elle. Donc quand Michel râle à propos de ces fonds qui exigent toujours plus de rentabilité, il parle un peu de vous ?» Elle le dit sans agressivité, avec un petit sourire piquant. Il éclate de rire. « Possible. Mais je promets que je ne lui en veux pas. » Elle hausse les épaules. « Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il compte ses centimes en fin de mois. Et moi aussi. Alors, les grands mots de la finance, ça me dépasse un peu. Ça me dépasse un peu aussi parfois, avoue-t-il. Elle le regarde comme si elle ne savait pas s'il plaisante. « Vous avez des enfants, Élise ?» demande-t-il soudain, sans trop réfléchir. Elle se fige une seconde. Il a prononcé son prénom sans qu'elle se souvienne le lui avoir donné. Elle se rend compte alors que Michel l'a sûrement utilisé devant lui. « Oui, » répond-elle. « Un garçon, Lucas, 7 ans. »« 7 ans, » répète Gabriel touché. « Mon fils a 8 ans, Arthur. » Elle sourit, surprise. « Père célibataire ?»« Oui, » souffle-t-il. « Sa mère est décédée. » Elle baisse légèrement les yeux. « Je suis désolé. » « Et le père de Lucas ?» Elle inspire. Son sourire se fait plus crispé. « Parti. Depuis longtemps. On pourrait dire qu'il est vivant quelque part, mais pas pour nous. » Ils se regardent, comme deux rescapés d'un naufrage différent. « Ça fait longtemps ?» demande-t-il. « 4 ans, » répond-elle. « Au début, j'ai cru qu'il reviendrait, qu'il avait juste besoin de réfléchir, puis j'ai compris qu'il avait surtout besoin de fuir. Ça a dû être dur, » murmure-t-il. « Sur le coup, oui. Maintenant, je me dis que, au moins, je sais à quoi m'en tenir, » dit-elle avec une lucidité tranquille. « J'ai construit notre vie sans compter sur quelqu'un qui n'était pas fiable. C'est plus simple, en un sens. Plus seul, aussi, » glisse-t-il. Elle hausse les épaules. « La solitude, je la connais. Mais j'ai Lucas. Et puis, ici, c'est un peu ma deuxième famille. » Elle montre la salle d'un geste. Les habitués, le bar, les lumières. Gabriel suit ce geste du regard. Il pense à son propre monde, les salles de réunion vitrées, les bureaux silencieux, les couloirs de marbre de l'immeuble familial. Il se dit que ces lieux à lui ressemblent plus à des décors de théâtre qu'à une famille. Leurs liens se tissent comme ça, au fil des soirs. Une blague par-ci, une confidence par-là, un regard partagé quand un client se montre odieux, une complicité silencieuse quand il lui laisse un pourboire un peu plus généreux que la moyenne. Elle l'appelle désormais Gabriel, sans hésitation. Il l'appelle Élise, avec une facilité qu'il n'a avec presque personne. Un soir d'hiver, il arrive plus tard que d'habitude, les épaules encore plus tendues que d'ordinaire. « Dure journée ?» demande T, elle en posant un verre d'eau devant lui. « On va dire que discuter d'une nouvelle restructuration avec des gens qui pensent en milliards, ce n'est pas très reposant, » répond-il. « Restructuration » répète T, elle. « Ça, c'est un mot qui fait peur à tous ceux qui bossent dans les petites boîtes. »« Je sais, » dit-il. « Et c'est bien le problème. » Elle le regarde plus intensément. « Vous avez l'air fatigué autrement. Pas juste « je bosse trop ». Il hésite. Sa vie est faite de secrets, de décisions prises dans des cercles fermés. Parler vrai n'est pas dans le code de son milieu. Et pourtant, les mots sortent.
On veut que je ferme un fonds qui soutient des PME en région, parce qu'il n'est pas assez rentable à court terme, expliquait-il. Pour moi, ce n'est pas qu'un produit financier. Ce sont des vies, des gens qui ont mis tout ce qu'ils ont dans leur entreprise. Mais certains membres du conseil ne voient que les chiffres. Elle l'écoute, attentive. Et toi, tu vois quoi? Le toi glisse naturellement. Je vois les visages derrière les chiffres, dit-il. Mon père m'a appris ça avant de tomber. Il disait toujours, un bon banquier, c'est quelqu'un qui n'oublie pas que l'argent, c'est d'abord la vie des autres. Il a l'air plus humain que les caricatures qu'on fait de votre milieu, remarque-t-elle. Il l'est, ou il l'était, corrige Gabriel. Maintenant, il ne parle plus beaucoup. La moitié de son corps est paralysée. Mais son regard, il s'interrompt, la gorge nouée. Et toi, dit-elle doucement, tu dois choisir entre obéir à ceux qui ne voient que les chiffres et rester fidèle à ce qu'il t'a appris. En gros, oui. Elle pose sa main sur le dossier de la chaise voisine, comme pour prendre appui. Tu sais, moi je ne comprends rien à la haute finance, dit-elle. Mais j'ai compris un truc. Si tu oublies les gens, tu finis toujours par le payer. D'une façon ou d'une autre. Il la regarde, frappé par la simplicité de cette phrase, qui résume ce que des consultants lui ont expliqué en 100 slides. Tu devrais venir faire un tour à la Défense, leur dire ça, plaisantait-il. Elle rit. Je ne suis pas sûr qu'il m'embaucherait en tablier et basket. Moi, si, pense-t-il tout bas. Il ne le dit pas. Pas encore. La première fois que leurs enfants se croisent, c'est presque par erreur. Un mercredi après-midi, Gabriel se retrouve avec Arthur plus tôt que prévu. Son ex-belle-mère, qui devait le garder, a dû annuler. Il veut passer du temps avec son fils, mais il a aussi des mails urgents à traiter. Arthur, 8 ans, yeux clairs, visage sérieux pour son âge, tournant rond dans le salon spacieux de l'appartement du 7e arrondissement. « Papa, on peut sortir ?»« Oui, bien sûr, » répond Gabriel, un peu distrait. « Tu veux aller où ?»« Je ne sais pas. Au parc ? Au musée ? Ou, il hésite, ou chez toi. Là, le restaurant où tu vas souvent. Tu dis que le monsieur cuisine comme une mamie. » Gabriel rit. « Comme une mamie, oui. Tu veux aller au Tendou ?» Arthur acquiesce. « Je veux voir. » Ils prennent le métro. Les passagers ne reconnaissent pas Gabriel ou font semblant de ne pas le voir. Il aime bien ça, cette invisibilité. Quand il pousse la porte du bistrot, Élise est en plein service du midi. « Ah, Gabriel !» s'exclame-t-elle. Puis elle voit Arthur. « Et tu n'es pas tout seul aujourd'hui. »« Voici Arthur, » dit-il. « Mon fils. » Arthur se cache un peu derrière son père, intimidé. « Bonjour Arthur, » dit Élise avec douceur. « Je suis Élise. Bienvenue dans notre petit royaume des frites et du chocolat. » Il esquisse un sourire. « On peut s'asseoir où ?» demande Gabriel. « Au fond, comme d'habitude, » répond-elle. « Je vous apporte la carte. » Elle file, puis revient, 2 cartes en main, dont une avec des dessins. « On a un menu enfant, mais on peut aussi adapter. »« Tu aimes quoi ?» demandait-elle à Arthur. « Les pâtes, » répond-il. « Et le fromage ? J'aime le gruyère. »« Parfait, je te prépare des pâtes au gruyère. C'est la base de toute grande carrière d'écolier, » plaisante-t-elle. Arthur rit franchement cette fois. Gabriel observe la scène, surpris par la facilité avec laquelle son fils s'ouvre à elle. Un peu plus tard, alors qu'Arthur mange en silence, un garçon brun entre, cartable sur le dos, joue légèrement rouge à force d'avoir couru. « Salut Michel, salut Élise » lance-t-il. « Tiens, voilà mon monstre » dit-elle à Gabriel. « Lucas, viens dire bonjour. » Lucas s'approche du bar, pose son cartable. « C'est qui ?» demande-t-il en désignant Gabriel et Arthur. « Un client très important » répond Élise avec un air faussement sérieux. « C'est lui qui finit tous les gratins. » Et son fils, Arthur. Lucas tourne autour de la table. Observe Arthur. « Tu joues au foot ?» demande-t-il sans préambule. « Un peu » répond Arthur. « J'ai un ballon chez ma grand-mère. »« Moi,
J'ai un ballon dans la cour, rétorque Lucas. Tu veux venir après manger? Arthur regarde son père, incertain. Tu peux y aller, dit Gabriel. Si Élise est d'accord, tant qu'il ne casse pas la vitrine, commente Michel depuis la cuisine. Les deux garçons filent dans le petit passage derrière le bistrot, où il y a une minuscule cour où Lucas et d'autres enfants du quartier jouent parfois. Élise regarde Gabriel, un sourire tendre au coin des lèvres. Ils ont l'air de s'entendre, remarque-t-elle. Arthur est plutôt du genre réservé d'habitude, répond-il. C'est agréable de le voir comme ça. Ils ont un moment de silence, à regarder par la porte vitrée les deux silhouettes qui se disputent bientôt un ballon. C'est rare, non? Murmure Élise. Quoi? Ces moments où nos vies se croisent comme ça. Les enfants, le boulot, le quotidien. Ça se met à vivre tout seul, sans qu'on contrôle tout. Il la regarde. Ça te fait peur? Un peu, avoue-t-elle. Parce que je n'ai pas l'habitude que quelqu'un d'autre entre dans notre endroit à nous, à Lucas et à moi. Elle marque une pause. Mais en même temps, elle soupire. C'est doux. La suite, pourtant, n'est pas un long fleuve tranquille. Plus Arthur et Lucas s'entendent, plus ils réclament l'un l'autre. On va chez Lucas? On va au parc avec Arthur? Les mercredis se transforment en rendez-vous improvisés. Gabriel et Élise se retrouvent souvent à cohabiter dans le même espace. Un banc au square, une table de bistrot, un bout de trottoir devant l'école. Ils se racontent leur journée. Elle parle des parents qui déposent leurs enfants trop tard, des clients qui oublient de laisser un pourboire, des heures supplémentaires non déclarées. Lui parle des conseils d'administration, des rapports incompréhensibles, de la pression de la famille. Un soir, alors que Lucas et Arthur construisent une cabane de coussins dans l'appartement d'Élise, les deux adultes se retrouvent dans la petite cuisine. Élise prépare des crêpes, une manie les soirs où elle veut faire oublier aux enfants, et à elle-même, la fatigue de la semaine. « Je suis désolée pour le désordre », dit-elle, en rangeant à la va-vite des jouets dans un panier. L'appartement est simple, petit, mais chaleureux. Dessins accrochés au mur, livres pour enfants, quelques plantes un peu fatiguées sur le rebord de la fenêtre. « C'est vivant », répond Gabriel. « Ça change des espaces impersonnels de mon appart. » « Tu vis seul avec Arthur? » « Oui. J'ai une aide à domicile qui vient chercher Arthur certains jours et ma belle-mère passe souvent. Mais j'essaie d'être là le plus possible. Et le reste du temps, tu t'enterres dans la défense, dit-elle en versant la pâte à crêpes. Il sourit. Vu comme ça, oui. Ils ont dit. Il la regarde se déplacer dans cette petite cuisine, à l'aise. Elle a enfilé un vieux pull un peu trop grand, ses cheveux sont attachés comme elle a pu. Elle n'a rien de l'image qu'on colle d'habitude à la femme d'un héritier d'empire financier. Et pourtant, il n'a pas été aussi bien depuis longtemps qu'ici, à la regarder retourner une crêpe en riant. « Tu sais, » dit-elle, « je crois que Lucas est en train de s'attacher à Arthur. »« Arthur aussi, à Lucas, » répond-il. « Ça me fait peur, » avoue-t-elle. Il se fige. Pourquoi? Elle s'appuie un instant contre le plan de travail. Parce que la dernière fois qu'il s'est attaché à un homme, c'était à son père. Et le jour où celui-ci est parti, j'ai dû lui expliquer que ce n'était pas de sa faute, qu'il n'avait rien fait de mal, que parfois les adultes prennent des mauvaises décisions. Elle le regarde droit dans les yeux. Je ne veux pas lui refaire ça. Je ne veux pas qu'il se dise « encore un adulte qui disparaît ». Les mots restent suspendus. Gabriel comprend qu'il ne parle plus seulement des enfants. « Élise, commence-t-il, je ne te demande pas de faire une promesse impossible, dit-elle rapidement. Juste de réfléchir avant de t'impliquer plus. Avant que, nous quatre, elle n'ose pas finir sa phrase. Nous ressemblions un peu trop à quelque chose d'important, conclut-il à sa place. Elle acquiesce. Il inspire profondément. Je réfléchis depuis que je t'ai vu pour la première fois. Je crois, avoue-t-il. Je réfléchis à comment on fait pour ne pas avoir peur et en même temps pour ne pas faire n'importe quoi. Elle rit doucement. Si tu trouves la réponse, tu la mets dans un livre
et je l'achète tout de suite. Il fait un pas vers elle, puis s'arrête. « Tu me fais du bien, dit-il simplement. Elle le fixe, déstabilisée. « Toi aussi tu me fais du bien, murmure-t-elle. Mais on ne vit pas dans le même monde, Gabriel. Tu l'as remarqué, non ?» Il ouvre la bouche pour répondre. C'est à ce moment-là que la cabane de coussins s'écroule dans le salon, suivie de rires explosifs. « Maman, papa de Arthur, venez voir !» Ils se regardent, un sourire involontaire aux lèvres. Leurs mondes viennent de se rencontrer, et ils n'ont plus aucune intention de faire semblant que ce n'est pas le cas. La différence de leur monde, c'est justement ce qui finit par éclater au grand jour. Tout commence avec un article. Un matin, alors qu'Élise termine de ranger sa cuisine avant d'emmener Lucas à l'école, son téléphone vibre. C'est un message d'une collègue du bistrot. « Regarde le journal de ce matin. Page économie. C'est ton Gabriel. C'est qui, ce type, sérieux ?» Les sourcils froncés, Élise ouvre le lien que son ami lui envoie. L'article est accompagné d'une photo, Gabriel, en costume, sur les marches d'un grand immeuble de la Défense. Derrière lui, on voit le logo de Delcourt, fils. La nouvelle stratégie du prince de la finance française. Titre, le journal. Elle lit, les mots se mélangeant un peu, héritier d'un empire, holding familial, millions d'euros, restructuration, pression des actionnaires. Elle n'a jamais cherché son nom. Elle n'avait jamais demandé. Il avait dit qu'il dirigeait une holding d'investissement, oui. Mais elle n'avait pas imaginé ça. Elle a toujours su qu'il était d'un autre monde. Mais là, c'est écrit noir sur blanc. Avec des chiffres, des citations, des phrases sur sa vision stratégique. Elle se sent soudain ridicule avec son tablier, ses pourboires, ses fins de mois à calculer. Quand elle le voit ce soir-là, au bistrot, elle a le cœur un peu lourd. « Tu as lu ?» demande-t-il, à moitié gêné. « Oui », répond-elle. « La ville entière a lu, je crois. Je t'aurais expliqué avant si… Si quoi ? Si je t'avais posé la question. » Elle hausse les épaules. « Tu n'as rien dit de faux, tu n'as juste pas tout dit, parce que ce n'est pas ce qui compte, pour moi, quand je suis ici, » se défend-il. « Ici, je ne suis pas Delcourt, fils, je suis juste Gabriel. »« Tu peux choisir d'être juste Gabriel, » dit-elle calmement. « Moi, je ne peux pas choisir de ne pas être juste la serveuse. » Il encaisse la phrase comme un coup. « Élise, je ne te vois pas comme juste la serveuse. » « Je sais. » Elle soupire. « Mais, maintenant que je vois noir sur blanc ce qu'on attend de toi, ce que tu représentes, je… » Elle cherche ses mots. « Je crois que je comprends mieux ce qui me faisait peur depuis le début. Qu'est-ce qui te fait peur? Que ce ne soit qu'une parenthèse. Que tu viennes ici comme on va au théâtre, pour oublier ton rôle pendant 2 heures. Et puis que, un jour, tu fermes le rideau et tu retournes à ta vraie vie. Ce n'est pas une parenthèse pour moi, dit-il avec force. Alors prouve-le, lâche-t-elle sans l'avoir prévu. Ils se regardent, le visage à nu. Les jours suivants, la pression monte de tous les côtés. Au travail, Gabriel fait face à un conseil d'administration divisé. Certains veulent suivre sa vision plus responsable, maintenir le fonds pour les PME en région, adapter la rentabilité à plus long terme. D'autres, plus agressifs, exigent des résultats immédiats, des coupes, des arbitrages douloureux. Son oncle, aussi membre du conseil, lui glisse. « Et laisse tomber tes lubies romantiques, Gabriel. On te voit dans les journaux People, là, à sortir d'un bistrot de quartier avec une fille quelconque. Ce n'est pas le moment de donner une image de faiblesse. »« Une fille quelconque ?» répète Gabriel glacial. « Tu vois ce que je veux dire. Une serveuse, une fille du peuple. Ce n'est pas pour toi. Tu dois penser en termes d'alliance, de stabilité, pas de coup de cœur. Elle s'appelle Élise, répond Gabriel. Et si tu recommences à la qualifier comme ça, on va avoir un vrai problème, toi et moi. » Son oncle lève les mains, faussement conciliant. « Je dis ça pour ton bien. Tu portes le nom Delcourt. Ce n'est pas rien. » Pour la première fois, Gabriel se surprend à penser. « Et si je ne voulais plus le porter, comme tu l'entends ?»
De son côté, Élise n'est pas épargnée. Au bistrot, les clients habitués commencent à faire des plaisanteries. « Alors, la princesse de la finance, on nous cache des choses? T'as chopé un banquier. Tu vas pouvoir racheter le quartier. » Michel lui-même, bien qu'affectueux, dérape parfois. « Fais gaffe, Élise. Ce genre de type, ils aiment bien s'encanailler dans les bistrots, et puis, un jour, ils disparaissent. Ils repartent dans leur salon doré. Et toi, tu restes avec la vaisselle. » Elle sourit, serre les dents. Le soir, chez elle, Lucas lui demande « Maman, c'est vrai que le papa d'Arthur, il est dans le journal ?»« Oui, mon cœur, c'est son travail. »« C'est un prince ?» Elle rit. « Pas vraiment, mais dans son milieu, c'est un peu comme ça, je suppose. »« Tu vas devenir une princesse ?» Elle sent sa gorge se serrer. « Non, Lucas, je vais rester ta maman. C'est déjà beaucoup. Mais moi, j'aimerais bien qu'on soit une famille avec Arthur aussi, » dit-il, très sérieux. Ce serait plus, il cherche le mot, plus complet. Elle ferme les yeux une seconde. « On verra, » dit-elle, le mot qu'elle déteste, celui qu'elle a si souvent reproché aux autres. Elle se surprend à l'utiliser à son tour. La crise éclate vraiment un soir de samedi. Le bistrot est plein à craquer. Un groupe fête un anniversaire en arrière-salle. La musique est un peu trop forte. Les commandes fusent. Élise court partout, les joues rouges, un plateau dans chaque main. Gabriel est assis à sa table habituelle, Arthur à côté de lui. Lucas est aussi là, pour une fois, occupé à colorier au bout de la table. Ils ont prévu, après le service, de manger tous ensemble quand la salle se videra un peu. Au milieu de ce chaos, la porte s'ouvre sur un homme d'une 60aine d'années. Costume 3 pièces, écharpe de cachemire, regard froid et calculateur. Gabriel se fige. « Mon oncle », murmure-t-il. Monsieur Henri Delcourt, président du conseil d'administration, entre comme s'il visitait un musée. Il regarde autour de lui avec une légère moue. « Alors, c'est ici que tu passes tes soirées, Gabriel ?» Tout en lui respire le mépris poli. Élise, qui apporte une carafe d'eau à une table, s'arrête une seconde. Elle comprend très vite. C'est la famille. L'autre face du monde de Gabriel. « Bonsoir, mon oncle », dit Gabriel en se levant. Arthur et Lucas les regardent, intrigués. « Et voici ton fils », commente Henri. « Et l'autre enfant ?»« Lucas », répond Gabriel aussitôt. « Le fils d'Élise. »« Élise ?» répète Henri en se tournant vers elle. Elle s'avance, essuie ses mains sur son tablier. « Bonsoir », dit-elle simplement. Il la détaille, de haut en bas, avec un sourire condescendant qu'elle connaît trop bien. C'est celui que certains clients riches affichent parfois lorsqu'ils plaisantent avec le personnel. « Enchanté », dit-il, sans que cela sonne vrai. « Je vois que mon neveu sait diversifier son portefeuille. » Le sous-entendu hurle dans la phrase. Le sang d'Élise bouillonne. « Je ne suis pas une ligne dans un portefeuille », réplique-t-elle calmement. « Je suis la serveuse qui essaie de faire son travail pendant que des gens importants parlent au milieu de la salle. » Quelques clients tendent l'oreille. Michel, depuis le comptoir, serre les mâchoires. Henri ricane. Elle a du répondant. « Au moins », dit-il à Gabriel. « Dommage que ce ne soit pas ce qu'on attend de toi en ce moment. »« Ça suffit, » lâche Gabriel. « On peut parler ailleurs. » Élise tourne les talons, retourne au service. Mais à l'intérieur, ça tremble. Elle finit par craquer dans l'arrière-cuisine, devant le frigo. Les larmes montent, qu'elle ravale. Elle n'a pas le temps de pleurer. Plus tard, quand le bistrot se vide, Gabriel revient vers elle. Arthur est resté dormir chez sa grand-mère ce soir-là. Lucas est parti chez la voisine. « Je suis désolé pour lui », commence-t-il. « Ce n'est pas la première fois qu'on me parle comme ça », répond-elle. « Mais c'est la première fois que ça me fait aussi mal. » Elle le regarde. « Tu l'as entendu, Gabriel. Tu veux vraiment m'embarquer dans ce monde-là, avec ses regards, ses phrases, ses diversifications de portefeuille? Tu crois que j'ai besoin de ça? Non, dit-il. Personne ne mérite ça. Tu vas faire quoi, alors?
Il sait ce qu'elle demande vraiment. Je vais maintenir ma position au conseil, dit-il. Je vais défendre les PME, je vais défendre ma vision, et je ne laisserai pas mon oncle décider de ma vie privée. Et s'il te vire, alors je partirai. J'ai assez d'actions pour vivre, Arthur aussi. Je retrouverai autre chose. Elle le fixe, incrédule. Tu es prêt à quitter l'empire Delcourt? Je suis prêt à quitter l'idée que les autres se font de ce que doit être un Delcourt, répond-il. Pas à renoncer à mon père, ni aux valeurs qu'il m'a inculquées. Mais à ces jeux de pouvoir-là, oui. Elle secoue la tête. Je ne suis pas sûr de pouvoir croire ça, Gabriel. Il se sent frappé en plein cœur. Pourquoi? Parce que les hommes de ta classe sociale ont toujours la même chanson. Je suis différent, je te jure. Je ne suis pas comme les autres. Et puis, quand ça devient compliqué, il retourne là où c'est confortable. Sa voix tremble. Je n'ai pas le luxe de ces allers-retours. J'ai un fils, j'ai un loyer, j'ai un boulot qui dépend de ma réputation. Je ne peux pas me permettre d'être un épisode dans ta vie. Heidi, Promvide, il reste silencieux. Je crois qu'on devrait prendre nos distances, dit-elle enfin. Le mot retombe, implacable. Élise, ce n'est pas une punition, ajoute-t-elle, les yeux brillants. C'est de la survie. Pour Lucas, pour moi. Peut être pour toi aussi. Réfléchis à ce que tu veux vraiment, à qui tu veux être. Et quand tu le sauras, alors, on verra. Le « on verra » qu'elle déteste sonne cette fois comme une ultime porte entr'ouverte. Il sort du bistrot ce soir-là avec la sensation d'avoir tout perdu. L'appui de son oncle, la confiance d'Élise et une part de lui-même qu'il commençait seulement à apprivoiser. Les jours qui suivent sont rudes pour tous les deux. Au bistrot, Élise avance comme un automate. Elle rit encore, elle sourit, elle plaisante avec les clients. Mais il manque quelque chose dans son regard. Lucas lui demande pourquoi Arthur ne vient plus. Elle répond vaguement qu'il est très occupé. Du côté de Neuilly, Gabriel traverse une tempête professionnelle. Au conseil d'administration, il maintient sa position, fermement. « Je refuse de sacrifier le fonds régional », déclare-t-il. « Pas parce que je suis sentimental, mais parce que c'est notre image, notre identité. Si on le ferme, on perd ce qui faisait la différence de Delcourt. Fils depuis 3 générations. » Son oncle le regarde avec un sourire sec. « Alors, nous allons voter. » Le vote est serré, très serré. Mais, à une voix près, la décision de Gabriel est validée. À la sortie, un jeune cadre vient le voir. « Monsieur Delcourt, je voulais vous dire merci. Ma sœur dirige une PME dans l'Est. Sans ce fonds, elle aurait fermé. » Gabriel serre sa main. Pour la première fois, il se sent plus légitime que le jour de sa nomination officielle. Mais il sait qu'il n'a pas gagné la guerre. Son oncle, humilié, n'a pas dit son dernier mot. Le soir, il rentre dans son appartement vide. Arthur est chez sa grand-mère. Normalement, c'est un soir où il aurait filé au bistrot, juste pour manger un bout et voir Élise. Il s'assoit plutôt à la table de la cuisine. Il sort une feuille, un stylo. Il commence à écrire. Une lettre. Pas un mail, pas un SMS. Une lettre à Élise. Il lui parle de son père, de ce qu'il a vécu à son chevet, de ses hésitations, de sa peur de ne pas être à la hauteur, de ce fond qu'il a défendu non pas pour avoir raison, mais parce qu'il a pensé à elle, à Michel, à tous ces gens qu'elle lui a fait voir derrière les chiffres. Il écrit « Tu m'as appris à remettre des visages sur les lignes de mes tableaux Excel. Même si tu ne le sais pas, tu étais avec moi dans cette salle du conseil. Et ça a changé ce que j'ai fait. Et à la fin, je ne te demande pas de me croire sur parole. Je te demande seulement de regarder mes actes. Si tu penses encore que je suis un homme qui fuit au premier obstacle, alors tu auras raison de me fermer la porte. Mais si tu penses que je peux apprendre à être autre chose que le fils Delcourt, alors laisse-moi une place, petite, dans ta vie et dans celle de Lucas. » Le lendemain, il passe en coup de vent au bistrot pendant le service du midi. Élise n'est pas là. Michel lui dit qu'elle est allée à l'école de Lucas pour une réunion avec la maîtresse. Gabriel laisse la lettre derrière le comptoir.
Tu la lui donnes? Michel le fixe un instant, puis acquiesce. Tu sais, je l'aime bien, moi, ton type de finance, lui glisse-t-il, il en serrant la lettre dans ses doigts. Mais si tu la fais pleurer encore une fois, je te serre tes gratins à l'envers. Gabriel sourit, reconnaissant. Ce même soir, à l'appartement, Élise ouvre enfin la lettre. Elle lit en silence, assise sur son lit, Lucas endormi dans la pièce d'à côté. Les mots lui semblent étrangement honnêtes, sans fioriture. Elle sent le poids des phrases, des aveux, des décisions qu'il dit avoir prises. Elle ne sait pas encore si elle peut tout croire, mais elle sait une chose. Il a bougé, vraiment. Il a risqué quelque chose de concret. Et ça, elle ne l'a pas vu souvent dans sa vie. Le lendemain, après le service du midi, elle va chercher Lucas à l'école. « Maman, on peut aller au parc ?» Elle hésite. « Oui », répond-elle finalement. Ils vont au square, celui où Lucas et Arthur ont si souvent joué. Il fait froid, mais le soleil d'hiver perce entre les immeubles. Lucas file déjà vers le toboggan. Élise s'assoit sur un banc. Elle n'attend personne. Ce n'est pas un rendez-vous. Elle se répète ça. Alors quand elle voit Gabriel apparaître au bout de l'allée, Arthur à ses côtés, son cœur se serre quand même. Les enfants se voient, et c'est comme si aucune distance n'avait existé. Arthur, Lucas, ils se précipitent l'un vers l'autre, commencent immédiatement un match imaginaire. Élise regarde Gabriel s'approcher. « Salut », dit-il doucement. « Salut », répond-elle. Il s'assoit à l'autre bout du banc, laissant une distance respectueuse. « Tu as reçu ma lettre ?»« Oui. » Silence. « Tu l'as lue ?» Elle tourne la tête vers lui, avec un petit sourire. « Non, je l'ai encadrée dans la cuisine sans l'ouvrir. » Il rit, soulagé. « Je l'ai lue, » confirme-t-elle ensuite, plus sérieuse. « Et j'ai senti que ce n'était pas un discours pour investisseurs. Je n'écris pas des lettres aux investisseurs, note-t-il. « Tant mieux, » réplique-t-elle. Elle inspire profondément. « Je ne vais pas te dire que tout est réglé parce que tu as gagné un vote au conseil, » commence-t-elle. « Mais j'ai vu que tu étais capable de ne pas prendre le chemin le plus facile. Et ça compte. » Il hoche la tête. « Je ne peux pas te promettre que je ne te ferai jamais souffrir, » ajoute-t-elle. « Je suis humaine. Je me trompe. J'ai peur. J'ai mes limites. »« Moi aussi, » répond-il. « Et je ne peux pas te promettre que mon monde cessera magiquement d'exister. Il y aura encore des regards, des phrases comme celles de mon oncle, mais je peux te promettre une chose, je ne me cacherai plus derrière eux, et je ne te cacherai plus, toi. » Elle le regarde, longtemps. « Tu sais ce que Lucas m'a dit l'autre jour ?» demande-t-elle. « Non. Il m'a dit, « Maman, si Arthur et son papa ne viennent plus, c'est que j'ai fait quelque chose de mal ?» Gabriel ferme les yeux une seconde. « Je suis désolé. Ce n'est pas pour t'accabler que je te le dis, » explique-t-elle. « C'est pour que tu comprennes ce qu'il y a en jeu. Ce n'est pas juste toi et moi, c'est eux aussi. » Il regarde les garçons qui rient, se chamaillent, se réconcilient dans la même minute. « Alors faisons les choses correctement, » souffle Gabriel. « Correctement, c'est quoi pour toi ? Prendre le temps, » dit-il. « Ne pas débarquer avec un camion de meubles chez toi demain. » Elle rit. « Ça tombe bien, je n'ai pas de place pour un camion de meubles. Mais peut être, commencer par des choses simples. Un dîner tous les 4, pas au restaurant, une sortie au musée, des dimanches au parc. Et, si un jour, ça fait sens, leur expliquer que, ils cherchent ces mots, que leurs parents sont ensemble, propose-t-elle doucement. Il acquiesce. Ensemble, répète-t-il. Le mot fait peur. Et en même temps, il réchauffe. Elle réfléchit encore un instant. D'accord, dit-elle finalement. On peut essayer. Mais promets-moi une chose, tout ce que tu veux. Si un jour tu sens que ce monde à toi est en train de t'engloutir de nouveau, que tu n'arrives plus à être là, tu viens me le dire. Tu ne disparais pas sans explication. Tu ne te caches pas derrière des « je n'ai pas le temps » ou des « on verra ». Tu viens, tu regardes Lucas, Arthur et moi dans les yeux,
Et on affronte ça ensemble, d'accord? Il la regarde, ému. D'accord, répond-il. Et toi, si un jour tu as peur au point de vouloir tout arrêter, tu me le dis aussi, qu'on ne reproduise pas les mêmes histoires que celles qu'on a reçues. Elle sourit. Marché conclu. Delcourt. Marché conclu. Les rois, réplique-t-il. Ils restent encore un moment sur ce banc, à regarder leurs enfants jouer. À un moment, Lucas se tourne vers eux. « Maman, Gabriel, on fait une équipe de 4 ?»« Une équipe de 4 ?» répète Élise. « Oui, 2 grands, 2 petits. » Arthur renchérit. « On pourra faire des tournois, même. » Gabriel et Élise se regardent. « Une équipe de 4, murmure Gabriel. « Ça me plaît. » Ils se lèvent, rejoignent les enfants, commencent un match de foot improvisé sur l'herbe un peu boueuse. Élise éclate de rire en ratant complètement le ballon. Gabriel fait semblant de tomber pour faire rire Lucas. C'est bancal, c'est chaotique. Ce n'est pas très empire financier. Mais c'est vivant. Quelques mois plus tard, au bistrot L'Étang Doux, Michel a accroché une nouvelle photo derrière le comptoir. On y voit Élise, en dehors de son service, assise à une table au fond, Lucas sur ses genoux. À côté d'elle, Gabriel, en pull simple, pas de costume, un bras autour d'Arthur qui montre quelque chose hors cadre. On dirait presque une famille en vacances, sauf qu'on reconnaît les banquettes du bistrot. Quand certains clients font des remarques, Michel répond simplement. Les princes de la finance, ça mange aussi des gratins comme tout le monde. Et parfois, ça tombe amoureux de la serveuse. Et alors? Gabriel, lui, continue de batailler au conseil. Il sera toujours Delcourt, mais à sa façon. Il apprend à dire non plus souvent, à dire « je ne sais pas », parfois, à rentrer plus tôt quand Arthur a une présentation à l'école. Élise continue de servir, de courir, de plaisanter. Mais ces soirs ne finissent plus dans le silence d'un appartement trop calme. Il y a des devoirs à faire à 2, des histoires à lire à 4, des week-ends à organiser. Un dimanche, Lucas demande « Maman, est-ce que Gabriel, c'est mon… » Il cherche le mot. Elle échange un regard avec Gabriel. « C'est Gabriel, » répond-elle. « Celui qui t'aime et qui va être là si tu veux bien de lui dans l'équipe. » Lucas réfléchit, puis sourit. « D'accord, mais alors on fait un gâteau pour fêter ça. » Arthur ajoute « Et on met plein de chocolat. » Gabriel lève les yeux au ciel. Barguiner avec 2 enfants, c'est pire qu'un conseil d'administration. Élise rit, pose une main sur la sienne. Elle se dit que ce n'est pas la vie qu'elle avait imaginée. Elle n'avait pas rêvé d'un héritier d'empire financier. Elle voulait juste qu'on reste, qu'on soit là. Et, finalement, c'est exactement ce qu'elle a trouvé. Pas un conte de fées, où les problèmes disparaissent, mais une histoire où, chaque jour, ils choisissent de rester dans la même équipe. La serveuse célibataire et l'héritier d'un empire financier n'ont pas effacé leurs blessures. Ils ont appris à vivre avec, à les regarder en face, à en parler. Ils ont appris qu'on peut venir de mondes différents et construire malgré tout quelque chose de solide, si on accepte de se voir vraiment. Et, dans un coin de Paris, entre un plat du jour et un verre de Bourgogne, une petite famille un peu improbable continue de se construire, doucement. Une histoire qui ne promet pas la perfection, mais qui offre ce dont ils avaient le plus besoin, une seconde chance et quelqu'un avec qui la saisir.